Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur l'alternance, l'alternance dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Nicolas Rivier et moi-même assurons cette présentation pendant 1 heure et demie. Voilà, donc Hélène Keda, moi je suis directrice juridique du FAFIEC et Nicolas Rivier, que je vais laisser se présenter. Moi, je suis coordonnateur de projet au sein du FAFIEC et en charge plus spécifiquement du projet d'intégration des contrats d'apprentissage au sein de Globco Atlas. La loi du 5 septembre 2018 et l'alternance. Alors, c'est une loi avec un certain nombre de dispositifs qui ont été bouleversés. L'apprentissage a été profondément rénové. Et c'est notamment sur cette dimension-là qu'on souhaitait partager avec vous les nouveautés et les transformations de l'apprentissage. Voilà, c'est plutôt sur l'apprentissage que nous allons cibler cette heure et demie de présentation. Vous n'êtes pas sans ignorer que la PROA s'est substituée depuis le 1er janvier à la période de professionnalisation, mais on ne va pas aborder ce dispositif-là. En revanche, sachez que dans le projet d'ordonnance qui vient d'être diffusé un peu largement, la PROA a encore quelques modifications et on en parlera prochainement. Quant au contrat de professionnalisation, il a été très peu modifié par cette réforme et en fait vont cohabiter l'apprentissage et la professionnalisation. On va redéfinir l'apprentissage, notamment à travers les nouveautés de cette loi. L'apprentissage est toujours une forme d'éducation alternée qui associe des périodes en entreprise et des périodes en CFA. Ce qu'on peut remarquer en termes de nouveautés, c'est la partie en CFA qui peut être faite en tout ou partie à distance. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel le gouvernement a insisté dans le cadre de cette réforme. Quant à la définition de l'apprentissage, la plus grande nouveauté est que l'apprentissage rejoint la définition au même titre que les actions de formation, les bilans de compétences et la VAE, les actions qui concourent au développement des compétences. Et par cette définition, cette nouvelle inscription dans le Code du travail rejoint la formation professionnelle, alors que précédemment on présentait l'apprentissage comme un dispositif de formation initiale. Donc le 4e alinéa de cet article met bien les actions de formation en apprentissage comme une action de formation au titre de la formation professionnelle. Le cadre rénové du contrat d'apprentissage. On va vivre pendant une période qui va pouvoir s'étaler jusqu'à 3 ans, puisque les contrats d'apprentissage peuvent aller jusqu'à 36 mois, avec 2 régimes. Donc les contrats qui sont conclus avant le 31 décembre 2019 et les contrats qui vont être conclus, qui ont été conclus et qui commencent à être conclus tout au long de l'année 2019, puisque pour tous ceux qui sont conclus avant le 31 décembre, c'est l'ancienne réglementation qui s'applique. Ceux qui sont conclus depuis le 1er janvier, la loi du 5 septembre 2018 s'applique, ainsi que tous ces décrets d'application. Nouveauté, première nouveauté dans le cadre du contrat d'apprentissage, le contrat d'apprentissage peut être conclu entre 16 ans et 29 ans révolus. Un jeune, jusqu'à la veille de son 30e anniversaire, peut conclure un contrat d'apprentissage. Pour rappel, il n'y a aucune limite d'âge et ça n'a pas changé pour les jeunes apprentis reconnus travailleurs handicapés, jeunes et adultes d'ailleurs, et puis également pour les personnes qui ont pour projet de créer ou de reprendre une entreprise dont la réalisation dépend de l'obtention d'un titre ou un diplôme. Là, on est sur des dispositifs qui ne changent pas. L'ensemble des modalités aussi de reconduction d'un contrat d'apprentissage au-delà du 30e anniversaire, qui était le cas précédemment, au-delà de 26 ans, sont maintenus, c'est-à-dire une poursuite de contrat, un jeune qui ferait un bac plus 2, un BTS en apprentissage et qui aurait plus de 30 ans et qui souhaite aller sur un bac plus 3 ou un bac plus 5 peut tout à fait, au-delà de 30 ans, puisqu'il poursuit son cursus renouvelé et aller plus haut, enfin aller plus loin dans sa formation et conclure un nouveau contrat d'apprentissage. Donc ça, on conserve les mêmes réflexes et les mêmes particularités à ce niveau-là. Autre modification du contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, maintenant, il peut être conclu pour une durée de 6 mois et il peut aller jusqu'à 3 ans.
les 6 mois permettent d'adapter dans certains cas les durées des formations à la réalité d'un certain nombre de diplômes ou de titres, premièrement, et puis aussi à la réalité d'un certain nombre de situations personnelles des apprentis et leur permettre d'avoir une durée moins longue en apprentissage. 6 mois, ça se rapproche aussi, c'est la durée minimum du contrat de pro, donc on est bien sur des contrats qui sont quasiment identiques, en tout cas en termes de durée, qui se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre. La durée du contrat d'apprentissage, elle est égale à celle du cycle de formation. Et vous voyez que dans les adaptations, il est possible maintenant d'aller en deçà du cycle de formation, tout simplement pour tenir compte du niveau initial de compétences du jeune, de ses compétences acquises. Cette possibilité, elle est offerte en signant une convention tripartite entre le CFA, l'apprenti et l'entreprise. À l'inverse, la durée du contrat peut être prolongée en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre. Ça, c'était quelque chose qui existait précédemment. Possibilité de débuter dans la limite de 3 mois la formation en CFA sans entreprise, avec derrière la possibilité pour le CFA de voir la partie de cette formation, alors même qu'il n'y a pas d'entreprise, financée. Et dans une autre logique aussi, en cas de rupture du contrat de travail, donc le jeune n'a pas d'entreprise, n'a plus d'entreprise, il est possible que celui-ci poursuive sa formation pendant au plus 6 mois. Cette adaptation permet à des jeunes qui perdent leur entreprise en fin de contrat, soit d'en retrouver une tout simplement, soit d'aller jusqu'à l'obtention du diplôme. Assouplissement des règles de rupture du contrat d'apprentissage à la fois pour l'entreprise et pour l'apprenti. On sait que dans la pratique, un certain nombre de règles qui préexistaient étaient de véritables freins à la signature de contrats d'apprentissage, puisque le cadrage était extrêmement strict. Donc, je vais vous rappeler un peu le mécanisme de rupture d'un contrat d'apprentissage tout au long de son existence. Au démarrage, la période d'essai dans le contrat d'apprentissage, c'est bien les 45 premiers jours de travail effectif en entreprise, l'équivalent d'une période d'essai, mais une période d'essai assez spécifique. La réforme n'a pas changé ce mécanisme-là, puisque c'est un mécanisme qui existait précédemment. Pendant ces 45 premiers jours, le contrat peut être rompu unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. Un petit point d'attention, quand on est sur un contrat qui est renouvelé dans une nouvelle entreprise à la suite d'une rupture d'un contrat, et ce nouveau contrat a pour but d'achever la formation de ce jeune en apprentissage, là, les 45 jours n'existent pas, mais c'est simplement une période d'1 mois. Donc, c'est vraiment un point d'intention. Si vous êtes dans ce cas-là et si vous embauchez un jeune en apprentissage après une rupture, ces 45 premiers jours n'existent pas. Au-delà des 45 premiers jours de travail effectif dans l'entreprise, c'est là où les situations de rupture de part et d'autre étaient assez complexes. On retrouve toujours la rupture d'un commun accord. Les deux parties sont d'accord et signent un accord express et bilatéral pour mettre fin au contrat d'apprentissage. Et puis, l'autre modalité de rupture du contrat d'apprentissage, c'est le jeune apprenti qui est en fin de formation et qui s'aperçoit qu'il a envie de mettre fin à son contrat d'apprentissage avant le terme de celui-ci, sachant qu'il va être diplômé ou qu'il va obtenir le titre. Il doit, dans ce cas, prévenir son employeur 2 mois avant son souhait de quitter l'entreprise. Les nouvelles modalités, les évolutions de la loi sont les suivantes. Dans le cadre d'une force majeure, d'une faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail, malheureusement, ça arrive de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle ou dans le cadre d'exclusion définitive de l'apprenti du CFA, la rupture prend la forme d'un licenciement. Ce sont des cas qui arrivaient fréquemment, je ne vais pas dire fréquemment, mais qui étaient précédemment de véritables casse-têtes, notamment pour l'entreprise, puisque
quand un jeune était exclu d'un CFA, l'entreprise devait toujours l'accueillir indépendamment de la présence de ce jeune en CFA, puisqu'il ne pouvait plus y mettre les pieds. Donc là, il y a bien une situation qui permet à l'entreprise de mettre fin au contrat d'apprentissage, puisque l'une des composantes essentielles de celui-ci n'existe pas. Il n'existe plus. Le contrat d'apprentissage peut également être rompu à l'initiative du jeune, après entretien préalable, avec un médiateur consulaire. Ça aussi, c'est nouveau. On rencontrait dans certains cas un certain nombre de jeunes qui étaient en grande difficulté, soit parce qu'ils avaient une orientation qu'ils ne souhaitaient plus, erreur d'orientation, soit parce qu'ils n'étaient pas bien dans l'entreprise, et dans certaines situations, la rupture était difficile. Donc là, le jeune a aussi la capacité de mettre fin à son contrat d'apprentissage avec un garde-fou toutefois, qui est celui de faire appel au médiateur consulaire. Je vous ai mis ensuite les règles de saisine de ce médiateur consulaire. Donc pour cela, il faut que le jeune se rapproche de sa chambre de commerce et d'industrie la plus proche de l'entreprise, et puis qui est également une information de l'employeur. Donc le jeune doit vous informer dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires à compter de la saisine du médiateur qui veut mettre fin à son contrat d'apprentissage, et la rupture ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours à compter de l'information de l'employeur. Le contact et le rendez-vous auprès du médiateur n'est pas comprise dans ces différents délais et doit être organisé ensuite. Enfin, la loi et surtout le décret qui décrit ce mécanisme-là ne va pas jusqu'à la formalisation de la prise de rendez-vous ou sur les éléments qui sont contenus dans ces entretiens-là. Les conditions de compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage sont assouplies. Alors, elles sont assouplies à la fois parce qu'un accord de branche, une convention collective peut prévoir ses propres conditions de compétences pour le maître d'apprentissage, et puis surtout parce que le Code du travail a réduit les conditions d'exercice professionnel. Donc, s'il n'y a pas d'accord de branche, eh bien, le Code du travail s'applique, et dans ce cadre-là, il suffit d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti, et que le maître d'apprentissage soit titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent. L'autre situation, si la personne ne remplit pas ces premières conditions, c'est que le maître d'apprentissage ait 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. La rémunération de l'apprenti a été revue par décret. Alors, on attendait beaucoup de choses de cette loi, et notamment une simplification de la grille de rémunération dans le cadre du contrat d'apprentissage. Ça n'a pas été fait, et la grille reste toujours une source de complexité dans le cadre du contrat d'apprentissage. Je vous ai remis sur cette diapo la grille légale. Je vais vous présenter après la grille applicable dans la convention collective des entreprises du conseil et de l'ingénierie et de l'informatique. Donc, dans le cadre du droit commun, on va voir en plus subsister, coexister, cohabiter 2 régimes, puisque les contrats qui sont conclus avant le 31 décembre 2018 bénéficient de la grille qui est en haut, et donc c'est la grille qui existait précédemment, et cette grille va s'appliquer pendant toute la durée de leur contrat d'apprentissage. Pour les contrats d'apprentissage qui sont conclus depuis le 1er janvier 2019, nous avons une nouvelle grille qui est exactement la même. La seule différence, c'est qu'un certain nombre de pourcentages ont augmenté, ce qui correspond à ce qu'avait annoncé l'État dans le cadre du projet, à environ 30 € en moyenne de plus pour le jeune en apprentissage. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que pour les moins de 26 ans, on est en pourcentage du salaire minimum conventionnel et plus uniquement en pourcentage du SMIC. Et puis bien sûr, la réglementation, donc la loi, a intégré dans la grille de rémunération des apprentis les apprentis au-delà de 26 ans, puisque l'apprentissage va jusqu'à 30 ans, comme je vous l'ai précédemment présenté.
Dans le cadre de la convention collective qui est la nôtre, qui est celle qui s'applique aux entreprises du conseil, de l'ingénierie et de l'informatique, nous avons une grille qui a été définie par accord collectif, donc dans le cadre de la convention collective. Et cette grille, alors, n'est pas simple du tout. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que pour les moins de 18 ans, on garde le régime de droit commun. Donc, c'est la grille classique légale qui s'applique. En revanche, dès les moins de 21 ans et jusqu'à 26 ans, eh bien, il y a un régime particulier qui se met en place avec des pourcentages du SMIC ou du SMC en fonction des niveaux de formation suivis par le jeune en apprentissage. Et c'est vrai que cette grille atteint un niveau de complexité assez important. Pour l'instant, et Nicolas vous le rappellera tout à l'heure, ce sont les chambres de commerce et d'industrie qui continuent, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, à enregistrer les contrats d'apprentissage, donc à valider les rémunérations de vos apprentis lorsque vous remplissez le CERFA FA13 qui concerne le contrat d'apprentissage. Donc, nous vous invitons à toujours aller voir le consulaire qui va enregistrer, puisque c'est en dernier lieu, lui qui va valider le positionnement de votre apprenti dans cette grille. Pour aller un peu plus loin sur les modalités de positionnement de vos apprentis dans la grille, ce sont des choses qui n'ont pas changé, mais qui sont assez complexes, parce qu'effectivement, le raisonnement n'est pas aussi évident que ça. La réglementation dit la chose suivante. La rémunération du jeune en apprentissage est fixée en fonction de l'année de conclusion de contrat et de l'évolution dans le cycle de formation. Si on a un contrat extrêmement classique et si l'apprenti démarre sa formation en première année, il suffit simplement de le positionner dans la grille comme une première année de contrat et en fonction, alors sur la convention collective qui nous concerne, du niveau de formation suivi et âge, donc ça c'est assez simple. Donc la première année d'un jeune de moins de 21 ans qui fait un niveau 1, eh bien, il sera positionné à 48% du SMIC. En revanche, la grille est plus complexe à appliquer lorsque ce même jeune rentre dans une troisième année directement de formation. Imaginons que ce jeune fasse uniquement sur un bac sa dernière année, donc l'équivalent de l'année terminale en apprentissage. Même si c'est sa première année de contrat d'apprentissage, il va être positionné comme une troisième année et pour ce cadre-là, il sera positionné au niveau troisième année du niveau de formation qui va suivre, donc un niveau 68% du SMIC dans ce cadre-là. Et c'est toute la difficulté qui apparaît dans le cadre du contrat d'apprentissage. Un petit détail aussi, ces niveaux 5, 4, 3, 2, 1 ont été rénovés dans le cadre de la réforme et donc la grille va être inversée. Alors ça ne va pas arriver tout de suite, mais au lieu d'avoir le niveau 1 qui est le niveau Bac plus 5, en fait le niveau Bac plus 5 ça va être des niveaux 7 et 8 alors que les niveaux 5 et 4 vont être les niveaux 1 et 2. Et ça devrait se mettre en place au fur et à mesure et au plus tard au 1er janvier 2020. Donc, ne soyez pas étonnés, à un moment donné, ces différents niveaux vont être changés et bouleversés dans les grilles et notamment dans la grille qui concerne cette convention collective. Une question qui nous est posée, c'est de savoir si en changeant d'année, est-ce que dans l'année suivante, est-ce que je change de rémunération? Si je correspondais à la grille 2018, est-ce que quand je passe dans mon contrat en 2019, est-ce que ma rémunération est relue sur la grille 2019? Non, en fait, c'est les contrats qui sont conclus avant le 31 décembre 2018 conservent l'ancienne grille. Et en fait, c'est juste ce que je vous présentais précédemment. Effectivement, il va y avoir un double régime de rémunération qui va coexister pendant quelques années, hein, puisque les contrats qui sont conclus jusqu'au 31 décembre appliquent l'ancien régime.
Les contrats qui sont conclus à partir du 1er janvier voient le nouveau régime appliqué. Ce qui veut dire qu'effectivement, les grilles de rémunération vont être différentes en fonction de la date de signature et de conclusion du contrat d'apprentissage. Autre nouveauté aussi, la mobilité à l'étranger des apprentis. Quasiment toutes les formations, notamment dans le supérieur, prévoient que les apprentis, que ce soit sur des périodes en CFA ou des périodes en entreprise, fassent une partie de leur contrat à l'étranger. C'est une dimension qui était assez complexe aussi à gérer pour les entreprises, puisque le contrat de travail continuait à exister. Mais concrètement, votre apprenti était dans une autre entreprise ou dans une autre université à l'étranger. Les problématiques qui étaient posées étaient notamment celles de la couverture sociale et de la responsabilité de l'entreprise. La loi a complètement sorti cette partie du contrat de travail de votre responsabilité, puisque dans le cadre de ce contrat d'apprentissage, la mobilité des apprentis à l'étranger, qu'elle se fasse dans l'Union européenne ou hors Union européenne, permet que l'entreprise d'accueil, donc l'entreprise étrangère ou le CFA d'accueil à l'étranger, est le seul responsable des conditions d'exécution du contrat dans toute sa dimension. Donc là, vous, entreprise française, vous n'êtes plus dans le cadre qui préexistait précédemment. Votre apprenti va partir à l'étranger, mais c'est bien l'état d'accueil et le régime, par exemple, social, le régime de contrat de travail de l'état d'accueil qui va s'appliquer à ce jeune qui va partir à l'étranger. Il existe un certain nombre d'aides à la mobilité qui vont pouvoir être attribuées par l'opérateur de compétences et le conseil régional. Alors attention, ce sont des aides qui sont en train de se mettre en place. Côté OPCO, je peux vous dire simplement que Atlas, donc l'OPCO, notre futur OPCO, n'a pas encore défini quelles allaient être ces aides à la mobilité, tout simplement parce qu'il nous manque un certain nombre d'arrêtés qui vont nous définir quelles sont les aides qui vont pouvoir être attribuées dans ce cadre-là. Côté conseil régional, on a encore des aides qui perdurent, qui étaient les anciennes aides attribuées par les conseils régionaux. Le conseil régional, les conseils régionaux perdant dans le cadre de la réforme une partie de leurs compétences, notamment sur l'apprentissage, vont probablement revoir leurs aides à la mobilité. Les conseils régionaux vont pouvoir continuer à aider les apprentis dans ce cadre-là, mais dans une moindre mesure certainement. Et il va falloir attendre l'année 2020 pour voir comment les conseils régionaux vont se positionner sur ces aides à la mobilité des apprentis. J'ai une question sur la mobilité. Est-ce que pendant la période à l'étranger, la rémunération n'a plus à être maintenue par l'entreprise? Oui, c'est ça. En fait, il y a une convention qui est signée entre l'entreprise d'accueil et l'entreprise de départ. Et l'entreprise française n'est plus, comme précédemment, obligée de verser la rémunération. C'est bien l'entreprise d'accueil qui a cette obligation-là. La nouveauté aussi de la réforme, c'est que vous, entreprise française, vous avez la capacité d'accueillir des apprentis qui viennent de l'Union européenne. C'est le mécanisme Erasmus qui est étendu et qui est construit dans le cadre de cette réforme, alors que précédemment, on avait un dispositif qui existait, mais qui était extrêmement mal encadré, en tout cas qui ne satisfaisait en rien l'entreprise, puisqu'il y avait d'énormes contraintes à l'envoi d'un apprenti à l'étranger. Et peut-être pour terminer sur la rémunération, j'ai encore une question. Oui. La question, c'était de savoir si, contrairement au contrat de professionnalisation, on définit la rémunération en fonction du niveau du diplôme obtenu. Pour le contrat d'apprentissage, on se base sur le diplôme que l'étudiant prépare. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. On se projette sur le diplôme à avoir, le titre ou le diplôme à avoir dans le cadre du contrat d'apprentissage. Alors,
Une dernière chose, hein, qui n'est pas sans conséquence pour vous, entreprise. On disait souvent que sur l'apprentissage, il y avait de nombreuses aides. Et là, la loi ne met plus en place qu'une seule aide. Alors, il y en a d'autres, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Une aide unique et plus cette multitude d'aides qui notamment émanait des conseils régionaux, réservée et ciblée uniquement sur les entreprises de moins de 250 salariés et réservée uniquement sur des diplômes ou des titres équivalents au plus au baccalauréat. Cette aide, elle est donnée, elle est attribuée chaque année. Et donc, pour la première année d'exécution du contrat, elle est équivalente à au maximum 4 125 €. Deuxième année, 2 000 €. Troisième année, 1 200 €. Et c'est une aide qui est attribuée et qui est versée par l'Agence de services et de paiement. En 2019, dès que le contrat est enregistré par la chambre consulaire, eh bien, il y a un basculement qui permet à l'Agence de services et de paiement d'identifier l'entreprise qui va être destinataire de cette aide et de verser cette aide directement à l'entreprise. En 2020, dès que les OPCO recevront l'ensemble des contrats d'apprentissage dans le mécanisme du dépôt du contrat, eh bien, ce sera ce fameux dépôt qui permettra d'activer le paiement de cette aide unique. Voilà sur les transformations du contrat d'apprentissage dans le cadre de cette réforme, avec effectivement des bouleversements assez majeurs pour le contrat d'apprentissage. La question des aides qui amène quelques questions, à savoir si l'aide est versée en une fois ou plusieurs, et quel que soit le niveau du diplôme préparé. Donc, sur la question du niveau, je crois qu'on l'a évoqué, c'est sur les niveaux inférieurs au niveau 3. Ouais. Et l'aide est-elle versée en une ou plusieurs fois? Pour l'instant, on n'a pas forcément des éléments pour répondre. Alors attendez, je vais vous retrouver ça tout de suite. Bon, je peux chercher, on va prendre vos coordonnées, mais je vais vous donner les éléments pour effectivement avoir tout ce qui est relatif à la liquidation de l'aide. Les aides de la région disparaissent, oui. Alors oui, mais les régions vont pouvoir toujours avoir la capacité d'attribuer un certain nombre d'aides. Ce qui est certain, c'est que les régions touchaient jusqu'à présent dans le cadre de la taxe d'apprentissage environ 1,6 milliard sur cette taxe d'apprentissage. Dans le cadre de la réforme, les régions ne toucheraient plus qu'environ 364 millions. Donc vous voyez que le dimensionnement des aides est complètement différent. Et les régions vont bien sûr cibler, si elles continuent à attribuer des aides aux entreprises, probablement sur des publics très particuliers ou des formations très particulières. Et là, on va être sur une dynamique de politique régionale extrêmement disparate, hein, en fait. Même sur les 13 régions métropolitaines et sur les 5 régions et départements d'outre-mer, on risque d'avoir effectivement des choses et des écarts extrêmement importants. Je vous ai mis également un certain nombre d'informations sur ce qui ne change pas, parce qu'effectivement, le contrat d'apprentissage conserve un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été bougés dans le cadre de la réforme. Le contrat d'apprentissage, c'est toujours un contrat de travail. Et ça, on insiste dessus parce que ce soit côté apprenti ou côté entreprise, on a encore énormément de questions sur qu'est-ce que le contrat d'apprentissage. C'est bien toujours un contrat de travail et c'est toujours un contrat de travail qui peut être conclu soit en CDD, soit en CDI. Et là, il se rapproche énormément du contrat de professionnalisation. Côté salarié, le salarié qui est chez vous en contrat d'apprentissage bénéficie des mêmes aides
et des mêmes avantages que les autres collaborateurs de l'entreprise. Quand votre apprenti est en CFA, il est en mission professionnelle puisque son contrat est un et entier. L'apprenti bénéficie de la carte des métiers, donc ça c'est plutôt quelque chose de sympathique, au même titre que le contrat de professionnalisation, puisque ça ouvre pour l'apprenti et les jeunes, alors pour le contrat de pro c'est réservé aux moins de 26 ans, la capacité à avoir des tarifs préférentiels dans un certain nombre d'activités. L'apprenti bénéficie toujours de 5 jours pour réviser ses examens. Et là, on a toujours bien la différence entre le contrat de pro pour lequel ces 5 jours n'existent pas et le contrat d'apprentissage avec ces 5 jours pour réviser. Le nombre maximum d'apprentis encadrés par le maître d'apprentissage est toujours le même. Donc, on a toujours bien 2 apprentis encadrés par le même maître d'apprentissage et éventuellement un échec à l'examen. Autre chose qui n'a pas bougé également, la fonction tutorale. Il est possible dans vos entreprises de mettre en place une équipe tutorale, donc que le maître d'apprentissage ne soit pas le seul à accompagner l'apprenti dans l'entreprise, mais qu'il y ait bien plusieurs personnes. Et dans ce cadre-là, le maître d'apprentissage est toujours présent, mais derrière, il y a plusieurs personnes qui assurent également cette mission. Possibilité de faire tout ou partie de son contrat dans une autre entreprise, et c'est notamment le cas quand un certain nombre d'équipements sont inexistants dans la première entreprise. Donc, il est possible de signer une convention avec une autre entreprise et de détacher pendant une période déterminée l'apprenti dans une autre entreprise pour lui permettre d'accéder à du matériel qui n'existe pas chez vous. Dans ce cadre-là, c'est vraiment d'une simplicité et je crois qu'il y a une convention type qui est mise en place. Attention aussi, les règles liées à la sécurité n'ont pas bougé. Vous êtes, en tant qu'entreprise, des employeurs qui devaient assurer la sécurité de vos apprentis. Les apprentis peuvent être des mineurs, peuvent être des majeurs. Ce qui est certain, c'est que cette obligation d'avoir un accompagnant, un encadrant dans le contrat d'apprentissage n'est pas anodin, notamment lorsque vous êtes dans un secteur où des règles de sécurité doivent être respectées. L'offre de formation. L'offre de formation se transforme profondément. Les CFA tels qu'on les connaissait jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre sont tous en train de changer. Donc, jusqu'à présent, pour rentrer sur ce marché de l'apprentissage et jusqu'au 31 décembre, il fallait passer par un conventionnement et un mécanisme assez strict qui était encadré par les conseils régionaux. Depuis le 1er janvier 2019, tout organisme de formation, alors qu'il se crée ou qu'il ait déjà été créé, peut devenir et peut faire des formations dans le cadre de l'apprentissage. Donc, des organismes de formation qui ont un numéro de déclaration d'activité peuvent tout à fait ouvrir, depuis le 1er janvier 2019, des formations en apprentissage. Cette création est libre. La spécificité, c'est simplement d'avoir dans ses statuts la mention que cet organisme de formation est bien et fait bien des formations en apprentissage et un conseil de perfectionnement qui est un dispositif, enfin un conseil, une assemblée qui existe dans tous les CFA, qui perdure, et ça qui est une nouveauté si c'est un organisme de formation qui se transforme en apprentissage, puisque jusqu'à présent ça n'existait pas. En revanche, dans tous les CFA, on trouve un conseil de perfectionnement. Le CFA, organisme de formation, doit tenir une comptabilité analytique. Le CFA, organisme de formation, va trouver dans le cadre du Code du travail une liste extrêmement longue d'obligations pour accompagner et appuyer le jeune pour qu'il assure la réussite de son contrat. Et ça va très 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 loin puisque ça va jusqu'à un accompagnement qui peut être un accompagnement social. L'objectif de cet accompagnement, au-delà de la partie pédagogique, c'est de faire que le jeune réussisse son contrat d'apprentissage. Statistiquement, il y a un contrat d'apprentissage sur 5 qui n'aboutit pas, qui ne va pas jusqu'à son terme.
Donc les aspects de l'accompagnement côté CFA sont forts et les obligations qui incombent au CFA perdurent, sont même encore plus importantes et sont de plus en plus fortes. Côté transparence, donc le pendant de cette liberté d'accès au marché, c'est que le CFA, tous les ans, doit publier les statistiques d'accès au diplôme et un certain nombre d'éléments permettant de déterminer comment le CFA se positionne sur ce marché. Donc on va trouver ça sur les sites de l'ensemble des CFA, c'est dès le 1er janvier, dès l'année 2020. Et c'est vrai qu'en termes de transparence, c'est une logique importante. Les contraintes sont énormes puisque dans ce cadre-là, les CFA vont être contrôlés à la fois par la formation, enfin dans le cadre de la formation professionnelle continue, mais également par la DGCCRF. Et plusieurs CFA ont déjà été contrôlés dans ce cadre-là pour vérifier qu'ils respectent bien ces règles. J'avais une question sur la formation du maître d'apprentissage. Est-elle obligatoire? Alors, non, c'est une excellente question parce que certaines conventions collectives rendent cette formation obligatoire, mais non, dans la nôtre, enfin dans la convention collective qui est celle du Conseil de l'ingénierie et de l'informatique, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation d'avoir une formation de maître d'apprentissage. En revanche, on sait tous qu'un maître d'apprentissage qui a suivi une formation, il est quand même mieux armé pour accompagner le jeune et surtout pour avoir une compréhension de cet accompagnement. Que le maître d'apprentissage soit maître d'apprentissage côté apprentissage ou tuteur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, on se rend compte quand même qu'il y a des choses que ces accompagnateurs dans les entreprises découvrent en partant en formation. Donc, il n'y a pas de formation obligatoire, mais un maître d'apprentissage ou un tuteur formé, c'est quand même préférable pour que la partie accompagnement dans l'entreprise se passe au mieux. Je vais laisser la parole à Nicolas sur la partie très opérationnelle qui arrive maintenant et sur comment l'opérateur de compétences intervient en 2019 et en 2020. Donc, pour commencer à répondre à certaines questions qui ont été reçues entre-temps, dans ce que nous vous présentons, ce sont les éléments qui se mettent en place dans le cadre de la réforme, avec aussi l'instauration de nouvelles modalités par rapport au contrat. Et donc, on va se trouver dans une situation de transition qu'il va falloir intégrer pendant l'année 2019, puisque initialement, les OPCO avaient vocation à prendre en charge les contrats d'apprentissage à partir de janvier 2020. Il se trouve que pour un certain nombre de raisons de gestion de cette transition entre les anciennes modalités et les nouvelles, il leur a été demandé de prendre en charge certains contrats à partir de 2019. Et donc, ça donne une certaine complexité dans le suivi de cette transition. On va essayer de vous le rendre le plus simple possible. Donc, par rapport à ça, pour rendre les choses plus claires, nous vous proposons de représenter les choses à travers 3 générations de contrats. Donc, il va y avoir 3 types de contrats et on va suivre un petit peu comment se développent les choses pour chacun de ces 3 contrats. Les contrats que nous, on appelle de génération 0. Donc, ce sont des appellations qui sont purement propres au FAFIEC, mais qui permettent d'illustrer la situation. Ce sont les contrats existants qui ont été signés avant le 31 décembre 2019 par d'anciens CFA sur les formations existantes conventionnées avec les régions. Donc, pour simplifier, ce sont les contrats qui sont dans la poursuite des actions que mènent les CFA les années précédentes, donc sur les sessions qui sont conventionnées. Pour ces contrats de génération 0, ils sont instruits et enregistrés par les CCI comme précédemment, et ils sont financés aussi comme précédemment sur le système que les entreprises connaissent sur la prise en charge de l'organisation des CFA. Pour l'heure, les OPCO n'interviennent pas sur ce type de contrat. Ils n'interviendront qu'à partir de 2020 pour la prise en charge des contrats qui se poursuivent en 2020, donc sur des contrats qui auraient été signés en 2019 ou auparavant et qui seraient pluriannuels. Et c'est à ce moment-là que les OPCO vont commencer à entrer en action par rapport à ces contrats. Donc les générations 0, aujourd'hui, c'est la continuité des contrats sur les conventions régionales pour lesquelles le système n'est pas modifié et donc il reste géré via les CCI, les CFA, comme c'est le cas aujourd'hui.
La particularité qui est apparue sur 2019, c'est ce que nous appelons les contrats de génération 1. Donc, ce sont des contrats qui sont signés après le 1er avril 2019 et avant le 31 décembre 2019, donc dans cette phase un petit peu transitoire, et qui concernent spécifiquement des cas bien identifiés. Donc, ces cas correspondent à la création de nouveaux CFA, puisque dans le cadre de la loi, les modalités de création de CFA ont été largement assouplies, ce qu'a présenté Hélène précédemment. Donc, des CFA nouvellement créés, ou de nouvelles sections qui n'étaient pas conventionnées précédemment dans le cadre des conventions régions et que des CFA existants ajoutent, ou dernier cas, des places supplémentaires sur des sections existantes. Donc grosso modo, par rapport à des CFA qui auraient un nombre de places conventionnées déterminé, s'ils rajoutent des places supplémentaires, ces places peuvent être prises en charge par les OPCO. Donc c'est là la particularité de cette phase de transition. Pour autant, dans cette phase de transition, ce qui ne change pas, c'est que ces contrats restent instruits et enregistrés par les CCI, comme précédemment. Donc de ce point de vue-là, pour l'entreprise, en point d'entrée, ça ne change rien. La différence va se faire au niveau du paiement du CFA, puisque une fois que les contrats auront été enregistrés, ils vont être transmis par le CFA à l'OPCO pour la prise en charge du contrat, puisque la prise en charge, à ce moment-là, se fera suivant des modalités qui ne sont plus les mêmes, puisque là, on rentrera dans la logique des coûts contrats. Et donc, en fonction de la branche d'appartenance de l'entreprise qui aura conclu le contrat, le niveau de prise en charge de l'OPCO, qui aura été fixé par la branche, sera appliqué auprès du CFA. Donc, par rapport à ça, l'OPCO, sa seule nécessité par rapport à la prise en charge du financement de ces contrats sera de vérifier que le contrat que lui transmet le CFA relève bien d'une entreprise de sa branche ou de ses branches, vérifier que le contrat a bien été enregistré par la CCI et à partir de là, identifier qu'il représente bien un des 3 cas qu'on a évoqués au départ, donc un CFA nouvellement créé, une nouvelle section dans un CFA ou une place supplémentaire sur une section existante. Alors c'est un travail un petit peu administratif, mais qui permet derrière de prendre en charge correctement ces contrats. On va vous présenter ensuite comment ça va fonctionner. Dernier cas, les générations 2. Donc, ce sont les contrats d'apprentissage tels qu'ils avaient été définis dans la loi et tels qu'ils devaient arriver à partir de janvier 2020. Donc, tous les contrats qui seront signés à compter du 1er janvier 2020 seront transmis à l'OPCO par l'entreprise. Donc, il n'y aura plus le SAS et la prise en charge par les chambres de commerce. L'instruction sera réalisée par l'OPCO. C'est à ce moment-là que l'OPCO récupérera l'intégralité du traitement de ces contrats. Il en assurera l'instruction en vérifiant la complétude du dossier, la conformité des contrats, et il en assurera le dépôt dans le cadre du système d'information apprentissage que met en place l'État. Et à partir de là, il pourra engager le financement qui sera associé. Le financement assuré par l'OPCO se fera là aussi au coût contrat, suivant le montant déterminé par la branche d'appartenance de l'entreprise qui aura signé le contrat. Donc on est bien là, ça c'est la cible. Le contrat de génération 1, on voit que c'est une situation un petit peu intermédiaire où les éléments d'entrée sont plutôt ceux des générations actuelles et les éléments de paiement sont plutôt ceux de la situation cible de 2020. Donc c'est un petit peu la complexité dans l'organisation pour la mise en place des contrats cette année. Pour synthétiser un petit peu les choses, vous avez une représentation sur ce schéma où vous retrouvez les contrats de génération 0 qui sont les contrats en cours dans le cadre des conventions régionales, donc qui sont pris en charge par la région et la taxe d'apprentissage dans les conditions de la convention entre le CFA et la région, et qui ne seront financés par l'OPCO qu'à partir de 2020, et en particulier sur une prise en charge qui n'est pas celui d'un coût contrat, mais celui d'un coût préfecture. Donc, c'est les coûts qui sont affichés aujourd'hui sur les sites des préfectures de région. Ensuite, les générations 1, qui sont les contrats hors convention régionale, qui ont été signés au cours de l'année 2019 et qui seront pris en charge par l'OPCO à l'issue de l'instruction par les CCI, avec des niveaux de prise en charge donc, qui sont les coûts contrats définis par les branches et qui se prolongeront ensuite sur 2020, suivant des modalités qu'on va voir tout à l'heure. Dernier élément, ce qu'on voyait, c'est la dernière génération, ceux qui seront signés à partir du 1er janvier 2020 et qui seront instruits intégralement par les OPCO, indépendamment de l'intervention des CCI, et ensuite pris en charge donc, directement par l'OPCO. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est par rapport à ces contrats, comment va se faire la prise en charge d'un contrat d'apprentissage en 2019 ? Donc, sur un certain nombre d'éléments, on est obligé de prendre quelques précautions, puisqu'aujourd'hui,
le projet est lui-même en cours de définition. Il y a des échanges encore avec la DGEFP sur certains aspects. Donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans une phase d'information qui n'est pas encore totalement stabilisée par rapport aux modalités de prise en charge. Pour essayer d'y voir clair, sur les générations 0, donc la CCI instruit et enregistre le contrat, le financement par la taxe d'apprentissage et la région, il n'y a aucune action des OPCO. Ces contrats, ils continuent à vivre et à être conclus comme c'était le cas précédemment. Et ça n'a pas d'impact dans le cadre de la réforme. L'élément où il va y avoir un impact en 2019, ce seront sur ces cas de génération 1, donc sur des nouveaux CFA ou sur des sections nouvelles ou sur des places supplémentaires sur les sections existantes pour lesquelles les CCI vont instruire et enregistrer le contrat, mais c'est l'OPCO qui finance le contrat au coût contrat fixé par la branche. Donc, si on représente un petit peu les choses, comment ça se passe pour l'entreprise qui souhaite conclure un contrat? Tout le début du processus, on va dire, ne change pas, puisque la signature du contrat va être fait par l'entreprise et le jeune. Le CERFA va être complété par le CFA et transmis à la CCI. La CCI va assurer l'enregistrement du contrat. À partir de là, soit le contrat s'applique sur une génération 0, donc dans le cadre des conventions régionales, et c'est le système antérieur qui perdure, soit on se situe sur des situations de génération 1, et à partir de là, le schéma va un petit peu évoluer, puisque c'est à ce moment-là que l'OPCO va rentrer en ligne de compte. Il va réceptionner le contrat envoyé par le CFA, puisqu'à ce niveau-là, ce qui a été prévu, c'est que l'intermédiaire, ce soit bien le CFA, qui va nous assurer que le contrat est bien enregistré, qui va nous assurer qu'il relève bien des 3 cas qu'on a identifiés. À partir de là, l'OPCO vérifiera la recevabilité du contrat. Si jamais le contrat arrivait relevé d'une entreprise qui appartient au champ d'un autre OPCO, on le réorienterait vers cette autre OPCO. Si la recevabilité ne relevait pas des 3 cas qui sont prévus, on retournerait vers le CFA pour qu'il prenne bien en compte les éléments. Ensuite, une fois qu'on aura bien validé ces éléments, on prendra en compte le coût contrat par branche et ça permettra d'identifier le financement qui sera prévu pour le CFA, qui sera saisi dans notre système d'information et qui sera notifié à l'entreprise et au CFA. La particularité, c'est qu'ensuite, la prise en charge du contrat financière va se faire vis-à-vis du CFA. À la réception de la facture du CFA, l'OPCO aura 30 jours pour régler le premier acompte, puisque c'est une des particularités de ce mode de fonctionnement, c'est qu'on va financer par acompte sur l'intégralité du contrat et du coût contrat fixé par la branche. Par contre, ce sera un financement uniquement sur ce coût contrat fixé par la branche. On vous a rajouté un petit zoom sur le contenu du dossier que le CFA va devoir transmettre à l'OPCO, donc le CERFA, la convention de formation, donc ce qui est plutôt une nouveauté, et l'éventuelle convention de réduction de parcours, mais ça, ce sera plutôt pour la suite. Voilà, donc ça c'est sur la prise en charge en 2019 des contrats. Donc, comme on l'a vu, pour la majorité des contrats, il n'y aura pas de changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les seuls changements qui interviendront sont un peu dans le suivi du financement par l'OPCO pour les cas assez spécifiques que sont la création d'un CFA, la création de nouvelles sections ou le rajout de quelques places sur une section existante, sur lesquelles on va gérer une relation directe avec le CFA. Pour 2020, comment ça va se passer? Donc là aussi, ce qu'on vous présente, ce sont les éléments à date qui sont encore susceptibles de s'ajuster. Grosso modo, le mode opératoire se complète par le fait que la réception du contrat va se faire par l'entreprise, donc il n'y a plus d'étape par la CCI. L'OPCO va vérifier la complétude du dossier, que tous les éléments y soient bien présents et interagir avec l'entreprise si besoin. À partir du moment où le dossier est complet, l'OPCO aura 20 jours pour en assurer l'instruction et le dépôt, donc l'instruction sur les éléments qui éventuellement devront être complétés s'il y a besoin par l'entreprise, s'il manque ou s'il y a des erreurs dans le CERFA. Donc on sera là sur la mission d'accompagnement de l'entreprise. À prendre une décision de financement. Et si cette décision de financement est positive, déposer le contrat dans le SI apprentissage de l'État, notifier le CFA et l'entreprise. Et à partir de là, on retrouve le système qu'on a évoqué tout à l'heure pour les générations 1, à savoir la réception de la facture du CFA pour lequel on aura 30 jours pour payer le premier acompte et ensuite continuer les acomptes suivants. Le contenu du dossier sera le même, le CERFA, la convention de formation et l'éventuelle convention de réduction de parcours. Donc vous avez bien là le schéma 2019 et le schéma 2020. On voit que le schéma 2020,
c'est le schéma 2019 de génération 1, renforcé sur la partie amont, sur la partie instruction, qui sera assurée exclusivement par l'OPCO, qui sera le seul interlocuteur de l'entreprise sur l'instruction de ces demandes de contrat d'apprentissage. Ce qui matérialise un petit peu la logique de guichet unique de l'alternance que va devenir l'OPCO, puisqu'il y avait déjà les contrats de professionnalisation, il s'y est rajouté la PROA, qui est l'alternance pour la reconversion et l'évolution en interne, et on y rajoute le contrat d'apprentissage qui sera là aussi intégralement pris en compte et accompagné par l'OPCO pour les entreprises des branches dont il relève. Alors la question qui va se poser aussi, c'est on signe des contrats en 2019, que deviennent-ils en 2020? Donc par rapport à ça, il y a deux situations là aussi. Les contrats de génération 0, donc ceux qui relèvent des conventions régionales qui ont un fonctionnement qui perdure sur un fonctionnement habituel. À partir de 2020, la prise en charge du financement de ces contrats sera bien réalisée par l'OPCO. Donc pour tous les contrats relevant des conventions régionales et signés jusqu'au 31 décembre 2019, la prise en charge se fera sur la base des coûts préfecture. C'est la particularité, c'est qu'on n'appliquera pas dessus les coûts contrats, mais les coûts préfecture. Et on paiera directement, l'OPCO paiera directement le CFA sur ces coûts. Donc vous avez un petit peu la dynamique en dessous. On va reprendre les données de la DGEFP sur le stock de ces contrats. On va identifier lesquels relèvent de notre OPCO, vérifier lesquels sont pluriannuels et donc se poursuivent en 2019, vérifier également les coûts qui sont affectés, donc les coûts préfecture qui sont propres à chaque diplôme. Et ensuite, on pourra procéder au versement de notre premier paiement de 50% du coût annuel. Et ensuite, tous les 3 mois, au prorata temporis, on complétera pour le CFA la prise en charge du contrat de génération 0. Voilà, jusqu'à la fin du contrat. Donc ça, c'est pour les contrats classiques. Et pour les contrats de génération 1, donc qui auront été signés en 2019, on poursuivra le financement, s'ils sont pluriannuels, à la date anniversaire du contrat, avec une logique relativement similaire qu'on va vous détailler juste après. Voilà. Parce que la question, c'est comment sont financés ces contrats. Donc, on va, dans un premier temps, comment ils sont financés, c'est comment ils sont réglés, qu'est-ce qu'on paye. Alors, vous avez deux types de coûts forfaitaires. Donc, pour les contrats de génération 0, ce sont les fameux coûts préfecture qui ont été fixés et qui vont être encore, pour certains, actualisés jusqu'à la fin de l'année, qui sont publiés sur les sites des préfectures de région. Et pour maintenant les nouveaux contrats, donc soit les générations 1, soit les contrats de génération 2 à partir de janvier, ce sont des coûts qu'on appelle coûts contrats. Donc c'est un coût forfaitaire fixé par les branches à l'issue d'une validation par France Compétences. Donc il y a toute une gamme et chaque branche définit ses coûts, il les fait valider par France Compétences. On reviendra un petit peu après sur l'organisation de la fixation de ces coûts. Ces coûts, ils sont révisés tous les 2 ans. Et ils sont propres à un diplôme pour une branche. Donc pour chaque diplôme dans chaque branche, il y a un coût déterminé. S'il s'agit d'une nouvelle formation, il y a un coût dit d'amorçage de 4 500 € qui sera payé le temps que les branches concernées statuent et que le coût soit validé par France Compétences. Dans le cas où il n'y a pas de positionnement d'une branche sur un diplôme ou s'il n'y a pas d'accord avec France Compétences, il y a une valeur pivot qui est fixée par France Compétences qui s'appliquera. Donc, ces éléments, ils sont en cours de publication sur le site de France Compétences et ils vont être complétés. Normalement, ils devaient l'être d'ici la fin du mois de juin. On n'en est pas loin, donc c'est imminent. Sur la façon dont sont financés les contrats, vous avez proposé une présentation un petit peu schématique pour vous dire que grosso modo, une entreprise dépend d'une convention collective et donc d'une branche. Celle-ci est rattachée à une CPNE. Donc, soit la formation en apprentissage est déjà identifiée et la CPNE s'est prononcée sur le niveau de prise en charge. Ces niveaux de prise en charge sont convergents avec les recommandations de France Compétences, elles vont être appliquées. Si ces niveaux ne sont pas convergents avec ceux de France Compétences, il y a une phase de dialogue et à l'issue, s'il y a carence, eh bien, il y a un niveau de prise en charge qui est déterminé par France Compétences et qui s'applique. Si la CPNE ne s'est pas prononcée, eh bien, dans ce cas-là, c'est un coût déterminé par France Compétences dans le cadre d'un décret de carence qui fixe ce coût pivot.
Donc ces coûts-là, ils sont en train d'être finalisés. Donc on devrait avoir cet été l'ensemble des coûts par branche accessibles pour visualiser quel sera le niveau de prise en charge par contrat, par année pour la branche à laquelle appartient l'entreprise. Et dans le schéma, vous avez aussi de la situation d'une nouvelle formation, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, une nouvelle formation ouverte à l'apprentissage. Tant que la CPNE ne s'est pas prononcée, il y a un coût d'amorçage, donc les 4 500 €. Et à l'issue de la définition du coût contrat par la branche, eh bien, on retombe dans le schéma classique où c'est la valorisation de ce coût contrat qui sera pris en compte pour la suite. Là, on est un petit peu dans la tuyauterie, mais ça permet d'illustrer un petit peu la logique de construction qui est vraiment une construction spécifique de coûts par branche et par diplôme, avec une relative complexité et qui peut générer le fait qu'effectivement, sur un même diplôme, en fonction de la branche d'appartenance de l'entreprise, le niveau de prise en charge n'est pas nécessairement le même. Alors, d'un point de vue plus concret, comment les contrats sont financés, on a des modalités de paiement qui diffèrent aujourd'hui, qui vont différer de celles qu'on connaît sur les contrats de professionnalisation, par exemple, puisque là, on est sur un coût forfaitaire. Sur les contrats de moins d'1 an, on a un acompte de 50% qui est payé dans les 30 jours à réception de la facture du CFA et le solde à la fin du contrat. Pour les contrats qui durent plus d'1 an, on a toujours cet acompte de 50% du coût contrat annuel à réception de la facture du CFA. Et ensuite, on a un deuxième acompte au 7e mois de 25% et le solde des 25% restants au 10e mois. Donc avant la fin de l'année, le CFA reçoit l'intégralité du coût contrat, si tant est que l'apprenti soit toujours en activité dans son contrat. C'est le même rythme qui va être suivi sur les années suivantes avec un prorata temporis pour la dernière année. Le prorata temporis, il est calculé sur le nombre de mois de contrat effectif, sachant que tout mois débuté est dû. Donc, on n'est pas du tout dans une logique d'heures de formation, on est plutôt dans une logique au minimum de mois réalisés. Et en cas de rupture anticipée du contrat, le paiement se fait là aussi au prorata temporis en fonction du nombre de mois de réalisation du contrat. Donc, ce qui donne une certaine stabilité quand même pour les CFA, d'autant que quelques éléments complémentaires ont été prévus dans des cas particuliers d'entrée ou de sortie anticipée qu'a évoqué Hélène tout à l'heure. Donc la possibilité d'une entrée en CFA avant la signature du contrat sur 3 mois maximum qui peuvent être pris en charge par l'OPCO sur la base de 25% du coût contrat annuel. Donc, grosso modo, on rajoute au coût contrat annuel 25% pour couvrir les 3 mois si ces 3 mois débouchent sur une signature de contrat. S'il n'y a pas de signature de contrat à l'issue des 3 mois, il n'y a pas de prise en charge par l'OPCO. Pour des personnes qui sont en contrat et dont le contrat est rompu avant son terme, il sera possible de maintenir le financement du CFA sur une durée maximale de 6 mois dans la limite de la durée de fin de contrat, c'est-à-dire que s'il reste 3 mois de contrat, ce sera 3 mois. S'il reste 6 mois de contrat, ça pourra aller jusqu'à 6 mois. S'il reste 1 an, ce sera 6 mois maximum, pour permettre à l'apprenti soit de finaliser sa certification, soit de retrouver éventuellement une entreprise. Et à partir de là, si l'entreprise relève du même OPCO, on refera un contrat avec l'OPCO. Si l'entreprise avec laquelle il signe son nouveau contrat relève d'un autre OPCO, eh bien, ce sera l'autre OPCO qui gérera ce nouveau contrat. C'est un peu la complexité qu'on peut avoir par rapport à l'entrée unique des CCI aujourd'hui. Donc là-dessus, peut-être un élément à retenir dans les questions qui se posent au fur et à mesure sur la répartition entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. C'est là qu'on a une grosse différence en termes de financement, puisque sur le contrat d'apprentissage, à partir des contrats de génération 1, on a un coût pris en charge sur une base forfaitaire. Là où sur les contrats de professionnalisation, on a un paiement à l'heure de formation réalisée suivant un taux horaire. Donc là, ça induit aussi que sur les contrats d'apprentissage, dans le cadre de la convention de formation que signeront les CFA avec les entreprises en amont du contrat, il y aura la possibilité pour le CFA de demander un complément de financement à l'entreprise si le coût contrat n'est pas égal au coût affiché par le CFA. C'était déjà le cas aujourd'hui sur le coût horaire financé par l'OPCO. S'il n'était pas totalement couvert, l'organisme de formation pouvait demander une prise en charge par l'entreprise du différentiel. Ce sera la même chose sur les CFA, sur les contrats d'apprentissage.
si le coût fixé par la branche ne couvre pas le prix affiché par l'OF. C'est une nouveauté par rapport à ce qui était pratiqué auparavant dans le cadre de l'apprentissage, où cette dimension de négociation pouvait être moins présente. Pour compléter sur le financement proprement dit, qu'est-ce qu'on finance dans le cadre du contrat? Puisque là, on a évoqué principalement les coûts pédagogiques à travers le coût contrat. Ce qui va se rajouter, ce sont des frais annexes, donc des frais d'hébergement. Alors, des frais annexes, quand ils sont supportés par le CFA, donc que ce soit les frais d'hébergement, si c'est de l'hébergement porté par le CFA, des frais de restauration, là aussi, s'ils sont portés par le CFA, ou des frais de premier équipement. Le montant de ces frais d'hébergement et de restauration, on est en attente de texte officiel sur le montant maximal, puisqu'aujourd'hui il y a un projet d'arrêté et on parle de 6 € sur l'hébergement par jour, un montant de 3 € pour la restauration par jour. On est en attente par rapport à ça de ce maximum et ensuite c'est le conseil d'administration de l'OPCO qui déterminera dans ce maximum-là quelle est la part qu'il prend en charge, tout comme les frais de premier équipement qui, en fonction des métiers concernés, peuvent représenter des réalités différentes. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses qui étaient prises en charge par les régions précédemment et qui vont être prises en charge par les OPCO une fois ces éléments définis, mais uniquement sur les nouveaux contrats des générations 1 ou des générations 2, pas sur les conventions régionales actuelles. Enfin, on aura la prise en charge des frais de mobilité européenne et internationale en cas de mobilité de l'apprenti. Là aussi, Hélène l'a évoqué tout à l'heure, sous la forme de forfait, avec la possibilité de prise en charge par l'OPCO de coûts supplémentaires. Donc, là aussi, il y aura une décision de conseil d'administration de l'OPCO si, au-delà de ce forfait, il y a une implication plus forte de l'OPCO ou pas. Donc là, on a vu à la fois l'évolution des différents types de contrats, avec cette transition qui va s'organiser progressivement et sur laquelle aujourd'hui, on est en train de travailler activement pour pouvoir accueillir les contrats de génération 1 qui vont éventuellement arriver pour la rentrée. Les contrats de génération 2, ils seront intégrés dans le mode de fonctionnement de l'OPCO comme les contrats de professionnalisation aujourd'hui, avec la possibilité pour l'entreprise de faire sa demande directement sur les services en ligne du FAFIEC devenu Atlas entre-temps. Voilà. Donc là, je vous ai détaillé aussi les modalités de paiement, donc qui sont des modalités de paiement au CFA, mais qui peuvent engager l'entreprise sur des frais résiduels complémentaires. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de voir les ressources qui sont mobilisées pour traiter ces contrats du côté des différentes enveloppes de financement. Donc, je vais repasser la parole à Hélène, qui va, par rapport à ça, pouvoir vous présenter un petit peu comment ce que nous, on va distribuer s'inscrit dans la redéfinition un petit peu de l'organisation des ressources organisées par la réforme. Alors, j'étais justement en train de répondre à une de vos questions sur la pérennité de la taxe d'apprentissage. C'est exactement ce dont nous allons parler tout de suite. Je vous ai remis la taxe d'apprentissage telle qu'on l'a connue et telle que vous l'avez versée jusqu'au 1er mars 2019. Donc, cette taxe d'apprentissage, c'est bien un dispositif qui disparaît, en tout cas dans son mécanisme et dans sa complexité. Le dernier versement de ces mécanismes-là a eu lieu le 1er mars 2019. Nous passons maintenant dans une autre décomposition. Et la décomposition, elle se fait à travers ce que la réforme appelle la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, sachant que cette contribution unique est décomposée en deux sous-parties, une partie réservée à la formation professionnelle et une autre partie qui est la taxe d'apprentissage proprement dite. La taxe d'apprentissage proprement dite garde ses spécificités et notamment son régime et son régime spécifique en Alsace-Moselle avec un taux particulier, mais également sur son niveau d'imposition, puisque la partie formation professionnelle concerne uniquement les entreprises qui ont une masse salariale, alors que la taxe d'apprentissage concerne les entreprises qui ont bien sûr une masse salariale, mais en plus qui sont assujettis soit à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, ou à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, on a toujours ce double régime qui perdure post-réforme.
Le niveau d'imposition n'a pas changé, 0,68% de la masse salariale sur le régime général et 0,44% en Alsace-Moselle. En revanche, la décomposition est complètement revue. 87% de ce 0,68 est destiné au financement de l'apprentissage. Donc ce versement se fait jusque sur la masse salariale 2020 via les opérateurs de compétences. À partir de 2021, cette contribution sera collectée par l'URSSAF et donc ça correspond globalement à 0,60% de la masse salariale pour le régime général. Un 13% de la masse salariale qui va servir à financer l'enseignement initial à vocation technologique et professionnelle. Et cette partie de la taxe d'apprentissage ne va pas être payée ni aux OPCO ni à l'URSSAF. Vous allez recevoir en tant qu'entreprise un certain nombre de sollicitations de structures habilitées à percevoir cette partie de l'impôt pour financer directement leurs dépenses. Et ça concerne alors ce qu'on peut apparenter plus ou moins au hors quota ancien régime, c'est-à-dire qu'on va retrouver des écoles, on va retrouver les écoles de la deuxième chance, on va retrouver des services d'orientation. Donc là, vous allez découvrir sur la taxe à venir, puisque je ne vous l'ai pas spécifié, mais la taxe d'apprentissage n'existe pas sur la masse salariale 2019. Donc la prochaine taxe d'apprentissage à payer, c'est la taxe d'apprentissage sur la masse salariale 2020, alors que nous allons appeler une partie des contributions sur la masse salariale 2019 pour la formation professionnelle uniquement et pour les entreprises de 11 salariés et plus uniquement avant le 15 septembre. Et le 15 septembre ne sera appelé que la formation professionnelle et pas la taxe d'apprentissage. Donc la première taxe d'apprentissage rénovée que vous allez acquitter concerne la masse salariale 2020. Pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage, alors qui ne concerne que les entreprises de 250 salariés et plus, n'ayant pas atteint le quota de 5% de contrats favorisant l'insertion professionnelle. Cette contribution supplémentaire à l'apprentissage n'a pas changé du tout, en tout cas quant à ses montants. Plus l'entreprise est grosse et plus elle est loin d'atteindre son objectif, plus l'amende et cette contribution supplémentaire est importante et les montants n'ont pas du tout changé. En revanche, une petite modification dans la comptabilisation des effectifs, puisque jusqu'à présent, on n'avait que les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, les VIE et les CIFRE. Donc là, vont être comptabilisés à partir de l'année 2020 les salariés qui ont été embauchés à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, ce qui permet effectivement une meilleure insertion des jeunes dans l'entreprise. Pour revenir sur les décompositions de la taxe d'apprentissage, les 87% de la taxe d'apprentissage ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage est destinée au financement des centres de formation d'apprentis. Et sur cette partie qui va normalement être intégralement versée à l'OPCO puis à l'URSSAF, il est possible de faire des déductions dont on ne connaît pas le plafond jusqu'à présent puisque le décret n'est pas sorti. Lorsqu'une entreprise dispose d'un service de formation dûment identifié qui accueille des apprentis, donc lorsqu'il y a un service de formation dans l'entreprise et que cet organisme de formation interne accueille des apprentis, cette déduction sera aussi possible dans le cadre du forfait et d'un plafond qu'on ne connaît pas encore, lorsque l'entreprise finance des dépenses directes liées à la création de nouvelles sections de formation en apprentissage ou de nouveaux CFA. Donc ça, c'est en attente et les textes pour l'instant ne sont pas prévus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que 87% du 0,68 ou du 0,44 sont destinés à l'apprentissage, que dans la majorité des cas, cette partie de la taxe sera versée à l'OPCO puis à l'URSSAF et que cet argent est fléché sur le financement de l'apprentissage. L'autre partie, les 13%,
vont servir à financer le développement des formations initiales à vocation technologique et professionnelle. Dans le cadre de ces 13%, vous allez toujours pouvoir déduire, comme c'était le cas précédemment, les dons en matériel, comme vous pouviez le faire sur le hors quota ou le barème. Et puis, éventuellement, si vous bénéficiez d'une créance, donc si vous êtes une entreprise de 250 salariés plus et que vous avez un quota de contrats favorisant l'insertion professionnelle supérieur à 5% tout en restant entre 5 et 7, eh bien, cette fameuse créance qui existait précédemment continue à exister et pourra être déduite sur les 13% de votre taxe d'apprentissage. Disparaît de capacité en termes de déduction les conventions de stage. Jusqu'à présent, il était possible de déduire des conventions de stage à formation initiale sur le barème de la taxe d'apprentissage. Cette modalité-là a disparu. Donc, on conserve bien toujours la créance et les subventions en matériel, mais plus les conventions de stage pour l'avenir. Et les conseils régionaux, effectivement, acteurs très importants dans le cadre de l'apprentissage avant le 1er janvier 2019, eh bien, les conseils régionaux conservent une enveloppe financière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, c'est une enveloppe financière beaucoup moins importante qu'elle n'existait précédemment. Mais les conseils régionaux ont toujours le souhait de participer au développement de l'activité économique de leur bassin d'emploi, de leur périmètre territorial, et pourront toujours, à travers cette enveloppe, financer par convention soit les opérateurs de compétences, soit les CFA. Donc, dans l'un ou l'autre des cadres, c'est bien entendu pour compléter et assurer un meilleur financement de l'apprentissage. Le Conseil régional assure le service public de l'orientation, puisque dans la loi du 5 septembre, l'ONICEP a été décentralisé et l'ONICEP maintenant agit dans chaque région et est du ressort de chaque conseil régional. Voilà pour la partie taxe d'apprentissage. Une présentation assez rapide d'un nouvel acteur qui intervient de façon assez importante dans le mécanisme de financement de la formation professionnelle continue, puisque France Compétences est destinataire de l'ensemble des financements. Alors pour l'instant et pendant les années encore intermédiaires où les OPCO collectent encore pour partie la taxe d'apprentissage, France Compétences va intervenir pour partie. Lorsque l'argent sera collecté intégralement par l'URSSAF, c'est France Compétences qui recevra l'intégralité des sommes de l'URSSAF et qui les redispatchera sur l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle continue. Et à travers ce schéma, on voit les différentes dotations financières qui émanent de France Compétences. Donc France Compétences agit dans le domaine de la formation des demandeurs d'emploi pour la Caisse des dépôts et consignations, et là on est dans le dispositif compte personnel de formation. France Compétences intervient pour le financement des entreprises de moins de 50, et là cet argent-là est destiné aux opérateurs de compétences. Pour les CPIR, donc les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, et ça c'est les congés de transition professionnelle qui sont en train de se mettre en place. Pour le conseil en évolution professionnelle, des financements sont dédiés pour permettre à des personnes salariées d'aller chercher de l'information à ce titre-là. Et enfin, une enveloppe qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, destinée de façon globale à l'alternance. Et vous voyez que dans cette enveloppe globale, dans les différentes aiguillages, enfin dans les différents fléchages, on a un fléchage sur les régions, donc ça c'est conseils régionaux. Et puis, le solde de cette enveloppe qui correspond à entre 64 et 72% de ce que perçoit France Compétences est destiné aux opérateurs de compétences via la péréquation quand il y a un besoin spécifique au niveau de l'OPCO pour financer de façon globale l'alternance. Alors, l'alternance, on n'est pas uniquement sur l'apprentissage, on est bien sur l'ensemble des dispositifs. On retrouve le contrat de pro, la ProA et l'apprentissage. Donc, mécanisme de péréquation. Le permis de conduire, on ne l'a pas évoqué, mais chaque apprenti qui le souhaite peut avoir un forfait de 500 € pour passer son permis de conduire. Tout ça est géré par le CFA et cet argent
va être, c'est bien France Compétences qui le reçoit, mais France Compétences, au même titre que l'aide UNIT, verse cet argent à l'Agence des services et de paiement, et c'est l'ASP qui paiera le CFA, et le CFA donne l'argent aux jeunes apprentis, donc ce forfait de 500 € pour l'aider à passer son permis de conduire. Et enfin, la part restante est destinée aux OPCO pour le financement de l'alternance dans toute sa dimension. L'organisation et le fonctionnement budgétaire de France Compétences. Le budget alternance est une des 7 sections financières présentées tous les ans par France Compétences. Et dans cette section financière, on trouve ce que je vous ai présenté précédemment, donc la péréquation OPCO, l'aide au permis de conduire, les versements aux conseils régionaux, le financement de l'alternance, au même titre que l'ensemble des sections qui vous sont déclinées en dessous, qui représentent l'activité financement de France Compétences. France Compétences n'a pas que cette activité-là. Il fait bien d'autres choses et la loi a donné à France Compétences d'autres périmètres. France Compétences est aussi maintenant la structure qui assure l'enregistrement au titre du répertoire national des certifications professionnelles. France Compétences est également une structure qui assure le contrôle de la qualité. Et puis, l'ensemble des opérateurs qui agissent, et notamment les OPCO, mais également la CDC, rend des comptes tous les ans et même trimestriellement pour certains à France Compétences. Donc, France Compétences est un acteur majeur pour l'alternance, mais pas que, dans tout le domaine de la formation professionnelle et de l'alternance, et notamment de l'alternance. Notre présentation de ce matin est terminée. On a terminé un peu en avance. Nicolas essaye de répondre au fur et à mesure à vos questions. Nous vous remercions d'ailleurs parce que nous avons eu énormément de questions. On a essayé dans la mesure du possible de répondre à toutes celles que vous nous posiez. Et notamment, on a la question qui revient légitimement, c'est par rapport à l'annonce entre les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation d'un comparatif un peu plus précis. C'est effectivement un parti pris de notre part à aujourd'hui d'avoir axé la présentation sur le contrat d'apprentissage qui évolue assez fortement et dont les évolutions ne sont pas encore totalement stabilisées avant de rentrer dans une logique de comparatif un peu plus direct en disant, grosso modo, le contrat pro plutôt que le contrat d'apprentissage, dans quelles conditions et autres. Parce qu'aujourd'hui, ces éléments-là ne sont pas forcément totalement stabilisés pour qu'on vous le présente de cette façon-là. Ça fera probablement l'objet d'une prochaine séance, une fois que de part et d'autre, on aura la possibilité de vous présenter les coûts stabilisés, les modalités de dépôt stabilisées et un ensemble. On a une question sur la taxe payée l'URSSAF en 2 fois en 2020. Mais en 2020, elle ne sera pas payée l'URSSAF, elle sera payée à l'OPCO. Ouais. L'URSSAF, c'est pour 2021. Alors, on a une ordonnance, on attendait tous, dans l'article 41 de la loi du 5 septembre. Eh bien, il est prévu qu'une ordonnance nous informe sur les modalités de paiement de la taxe d'apprentissage et même de la contribution unique à l'URSSAF. Le projet est sorti vendredi, donc a priori il n'y a pas de surprise et il ne devrait pas y avoir de surprise.
l'annonce et le financement, enfin le paiement de la taxe d'apprentissage et de la contribution unique à l'URSSAF, c'est pour la masse salariale 2021. Donc, vous acquittez encore les contributions sur la masse salariale 2020 à l'OPCO. Et ça va nous emmener jusque début 2021, puisque le reliquat de la masse salariale 2020 va devoir être payé avant le 28 mars 2021. Et pour terminer d'un point de vue concret, demander, première chose, où récupérer les coûts contrats pour les titres RNCP. Les coûts contrats, ils sont accessibles au fur et à mesure sur le site de France Compétences. Dès qu'ils auront été stabilisés et validés, on aura aussi une présentation sur le site du FAFIEC pour que les entreprises clients puissent facilement s'y retrouver. Sur la question du nombre de contrats d'apprentissage, qu'il n'y aura pas de limite pour les contrats de génération 2 à partir de 2020, c'est la position de l'État de dire que tous les contrats qui ont été signés, tous les contrats d'apprentissage feront l'objet d'une prise en charge financière. Après, c'est un arbitrage un petit peu plus global qui se fera. Mais en tout cas, la position aujourd'hui des pouvoirs publics est celle-là. Donc, on est sur la nécessité après d'arbitrer entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, puisque ce sera la même enveloppe. Je regarde si j'ai bien... Et la présentation, normalement, elle est en train de vous être envoyée par mail. Alors, est-ce que vous allez pouvoir compléter avec le 13% le coût pédagogique? Ce n'est pas prévu comme ça. Les 13% sont vraiment destinés à financer la formation initiale et a priori le basculement qui existait aujourd'hui entre le quota et le hors quota n'existera plus dans la future contribution unique. Cet argent-là, les 13%, vous allez bien les garder chez vous. Alors, je vous dis ça au conditionnel parce que c'est cadré comme ça aujourd'hui, à suivre sur toutes les déclinaisons, décrets et modalités d'ajustement que nous ne connaissons pas, puisque l'État n'a pas complètement stabilisé la partie apprentissage, enfin taxe d'apprentissage de l'impôt, étant donné que cette année, il n'y a pas cet impôt-là. Donc, je pense qu'on aura les derniers ajustements un peu plus tard dans l'année 2019. Et peut-être pour conclure sur la question de la relation contrat de pro, contrat d'apprentissage, de toute façon, on a une forme de convergence qui est souhaitée effectivement par les pouvoirs publics et les modalités même de discussion avec eux, de dépôt des contrats et de gestion d'un point de vue plus technique interne, effectivement, sont en cours d'alignement. Donc, on voit bien qu'on a une convergence des deux. À quand le contrat unique, on ne sait pas. On aurait pu l'avoir dans cette réforme, mais ce sera peut-être pour la prochaine. En tout cas, il y a effectivement une vraie convergence entre les deux modalités qu'on a essayé de vous montrer plutôt par touche, plutôt que par un tableau systématique. Mais en tout cas, vous êtes bien sur cette convergence-là. Ils se ressemblent de plus en plus, hein. C'est une réalité, c'est vrai. Normalement, la présentation vous a été partagée. Il va nous rester à vous remercier d'avoir suivi dans ces conditions qui étaient un peu nouvelles pour nous également. Ouais. Donc, on espère que ça a répondu à vos attentes. Et puis, on reviendra vers vous pour de nouvelles informations sous ce format-là, au fur et à mesure de l'avancement de la réforme. On a une question sur la négociation de l'accord de branche. Alors, dans toutes les branches, les modalités des accords de formation qui étaient post à la 2004-2014 en fonction des lois et en fonction des branches sont globalement toutes en train d'être négociées, renégociées par les branches professionnelles. Donc oui, nous allons avoir au sein de la convention collective qui est la nôtre un nouvel accord formation. Il nous faut des éléments sur la proie, il nous faut des choses qui ont disparu, faire disparaître la période de professionnalisation. Et les partenaires sociaux au sein de la branche, oui, sont en train de réfléchir et négocier un nouvel accord formation. Nous vous souhaitons une excellente journée et vous remercions, Nicolas et moi, d'avoir suivi ce webinaire qui était une première pour nous. Au revoir. Au revoir.